Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Lorsque j'étais jeune kiné, j'avais eu à prendre en charge une patiente souffrant de troubles de stress post-traumatique suite à un séjour professionnel à Fukushima au moment de l'accident nucléaire. Je me rappelle très bien de sa souffrance. Thierry Igny, connu pour son tableau de chasse sur marathon, s'est lui aussi trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, mais de l'autre côté du Pacifique et 10 ans plus tôt. Il était à New York le 11 septembre 2001. Le hasard fait parfois bien mal les choses. Aujourd'hui coach sportif à Nice, Thierry m'a raconté son histoire avec un accent qui reflète le soleil et qui sent l'huile d'olive. C'est l'histoire d'un petit-fils d'immigrés siciliens et espagnols qui ont choisi le Maroc pour fuir les régimes de Mussolini et de Franco. C'est l'histoire d'un Italien qui a grandi à Casablanca et qui a vu de près l'horreur ultime, mais qui a trouvé dans le marathon un moyen efficace pour se reconstruire et calmer ses angoisses. Thierry Igny, du traumatisme du 11 septembre à sa reconstruction par le marathon, bonne écoute. Salut Thierry. Salut Pierre. Merci beaucoup de me recevoir chez toi à Nice. Avec grand plaisir. Ça faisait longtemps que je pensais à t'interviewer et je t'ai croisé par hasard à l'arrivée du marathon de Paris. Donc je me suis dit, ça tombe très bien, je vais à Nice la semaine prochaine, on va essayer de se caler. Ça fait longtemps que je suis ton profil, je ne savais pas quel âge tu avais, j'arrivais pas à te cerner en fait, je suis content de te voir en vrai. J'ai appris que tu as 50 ans, tu ne le fais pas déjà. Et tu as une histoire particulière parce que tu souffres de troubles post-traumatiques. Tu m'as fait passer un bouquin que tu as écrit et j'ai lu tout ça, hyper intéressant. Et tu es surtout un super marathonien, mais c'est lié à ce fameux trouble. Donc on va parler de tout ça. Est-ce que tu peux te présenter? Parce que cette vidéo, elle a été beaucoup vue. Tu as l'air d'être célèbre et dans le monde entier, finalement. Alors, déjà, je te remercie aussi de pouvoir, de t'être intéressé à mon histoire. Dans la première partie de ma vie, lorsque j'ai eu justement j'ai été diagnostiqué après le 11 septembre d'un trouble du stress post-traumatique. J'ai caché ça longtemps. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus dans le détail, mais ça a été un long parcours du combattant. Je l'ai caché, puis après, au contraire, j'ai essayé d'en parler un maximum. Donc, c'est suite à ce diagnostic que j'ai dû me mettre à la course à pied suite à un bobo au niveau en jouant au foot. Et puis voilà, une chose une autre, je me suis rattaché à ça pour essayer de m'en sortir. On va dérouler tout de suite. Tu peux reprendre depuis le début, comment tu t'appelles, où tu es né, qu'est-ce que tu as fait? Alors moi je suis né donc en 1976 à Casablanca, de père italien, de mère espagnole. Alors au Maroc, il n'y a pas le droit du sol. On est très attaché au Maroc, mais on n'a pas la nationalité marocaine, mais c'est tout comme. Il n'y a pas le droit du sol, tu vois, je sais. Non, il n'y a pas le droit du sol. Et si tu veux obtenir la nationalité marocaine? Alors il faut faire une demande particulière et c'est quand même assez long. Mais bon, donc là-bas, tu l'as jamais eu? Je ne l'ai jamais eu. Donc je suis italien de papier, mais marocain aussi de cœur. Et Donc pas français? Alors j'ai aussi la nationalité française, mais là aussi c'est un peu plus compliqué parce que mes parents sont nés à l'époque au Maroc sous protectorat français dans les années 50, donc plus précisément en 1952. Et malgré le fait que mes parents
sont nés en 1952 au Maroc, moi-même et mes 3 enfants, aucun d'entre nous n'a la nationalité, marocaine. Donc voilà, quand on naissait, les Italiens, les Espagnols, les Portugais naissaient, dans les années sous protectorat français. Les Français proposaient de naturaliser les personnes de ces nationalités et c'est comme ça que mes parents ont obtenu la nationalité française. Donc ils ont été naturalisés et de ce fait, nous, on a été naturalisés, c'est-à-dire nous les enfants, les enfants. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à Casablanca, tes parents? Alors mon père était expert comptable, il est décédé en 2017 et ma mère, elle s'occupait de nous. Et pourquoi il a voulu aller au Maroc? Alors Pardon, c'est un peu alors indiscret non, peut-être. non, pas du tout. Ben, c'est mes grands-parents à l'époque, siciliens, du côté de mon père et espagnols du côté de ma mère, ont quitté, post, Seconde Guerre mondiale. Ils ont quitté, leur pays où ça se passait pas très bien. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie, ça allait très mal après Mussolini et puis, mon grand-père, espagnol du côté de mon père, c'était, période, franco. Donc, ils ont décidé, de quitter. Il y avait la possibilité d'aller dans les pays du nord de l'Afrique, les pays du Maghreb, et ou alors aussi aux États-Unis, aussi beaucoup partaient en Europe, ou tout à fait en France, une grosse communauté. Ils ont décidé, mes grands-parents siciliens étaient dans le sud, étaient agriculteurs, et donc ont été au Maroc, ils ont eu une ferme. Et voilà, mes parents sont nés là-bas. Mon père est né dans une petite ville proche de Casablanca qui s'appelle Mohamedia, à l'époque Fedala, pour les connaisseurs. Et voilà, ils ont passé leur scolarité. On est en français, hein, puisque la deuxième langue après le marocain, c'est le français. Et ils ont étudié après le bac, puisqu'il y avait des missions, des lycées français à l'étranger. Mon père a eu son diplôme d'expert comptable et il est rentré au Maroc puisqu'il y était très bien. Et c'est un peu le parcours que tous les étrangers ont, lorsqu'on est au Maroc. On étudie, on fait la mission française, le lycée espagnol, l'école américaine, et puis arrivé au bac, eh ben, on se dirige vers l'étranger. C'est ce que j'ai fait en venant sur Paris étudier. Et j'y ai passé une dizaine d'années. Après mes études, j'ai travaillé un petit peu. Et en 2006, l'année où j'ai décidé on a décidé avec mon épouse de rentrer, se marier au Maroc et retourner y vivre. Le Maroc nous manquait terriblement. D'accord. Et tu quel souvenir du Maroc enfant? Tu Alors, aimé? fantastique, fantastique. En fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment les liens humains. Tous mes amis, d'ailleurs, mes amis d'enfance sont marocains et on n'a pas perdu le lien. Quand tu es né, que tu as habité au Maroc, tu peux pas oublier ce pays, de par sa générosité et puis les gens. Je veux dire, il y a des liens très forts qui se lient. Et d'ailleurs, pour nous, c'est très difficile. Ça a été très difficile sur l'étranger, puisque naturellement, on se rapproche avec des gens qui ont eu un lien avec le Maroc ou vraiment de type méditerranéen. Pour nous, le Maroc continue à nous manquer. Alors peut-être tu me poseras la question pourquoi être venu, Ouais. pourquoi être venu en France. Je te répondrai si tu me poses la question. Et tu sais, souvent les anciens, ceux qui ont connu la vieille France, ils déplorent un peu la France d'aujourd'hui, l'évolution, le changement de mœurs et cetera. Est-ce que au Maroc, c'est pareil, il y a eu beaucoup de changements, de modernisation du pays? Est-ce que c'était mieux avant le Maroc? Alors, je dirais pas mieux avant, mais effectivement, ça a changé. Ça a changé énormément, énormément. Alors nous, depuis, on est rentré en France depuis 2021 et on y retourne au moins une fois par an, 1 à 2 fois par an. Et je peux t'assurer que d'une année à l'autre, c'est méconnaissable. Il y a au niveau des infrastructures, au niveau des nouveaux investissements, ça a changé, ça a énormément changé, mais bon, les liens restent exactement, franchement, les mêmes. Moi, je te le dis, avec cette expertise et le fait d'être né, d'être de parents aussi nés là-bas avec mes enfants, donc on a vraiment cette connaissance du pays mieux que quiconque. Et en parlant d'étrangers, bien évidemment, je veux pas me comparer à un Marocain,
mais on a cette connaissance. Et puis, on a aussi on a habité aussi à l'étranger, donc on peut pouvoir comparer. Et non, je dirais que les liens sont toujours les mêmes. Pour preuve, j'ai couru le marathon de Casablanca l'année dernière, où je suis ambassadeur. Et pendant tout le parcours, une émotion incroyable. Les gens qui te reconnaissent, qui crient ton nom, qui t'encouragent, c'est juste magnifique. Et ça, les gens ne l'oublient pas. Quand tu es attaché à ce pays, ils te le rendent avec le cœur et c'est magnifique. Et je pense que c'est vraiment unique, moi qui ai beaucoup voyagé dans le monde. Mais les grandes villes, elles s'occidentalisent pas trop. Marrakech, tout ça. Alors, Marrakech, ça s'occidentalise pas puisque oui, avec les restaurants, tout ce qui est un petit peu moderne, mais la ville, elle reste quand même, elle garde son charme. C'est la ville ocre. Elle a quand même elle est atypique avec la couleur de ses bâtisses, de ses constructions. C'est quand même très préservé. Il y a ces endroits qui sont toujours touristiques et qui ne changent pas. Maintenant, elle s'occidentalise par le nombre de personnes qui vont venir, mais ça reste quand même assez typique. Casablanca, c'est particulier parce que c'est pas une ville très traditionnelle, très touristique. C'est une ville plutôt moderne. Donc oui, elle s'occidentalise, mais l'âme et le cœur des Marocains restent le même. Ok. Dans ton livre, tu parles de plein de villes. Donc, tu as vécu, je crois, au Canada. Je crois que ta mère est de Marbella, non? Enfin, où Tout tu à as fait, vécu à exactement. Marbella, Paris, Exactement, Nice. exactement. Comment ça se fait que tu es autant bougé? Je pense que, et je le dis souvent à mes enfants, c'est vraiment une richesse. Et quand on en a l'occasion, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à faire. Ça donne une richesse intérieure, une tolérance, la bonne curiosité, pas la mauvaise curiosité. Et ça nous enrichit et ça fait on est beaucoup plus sociable, on est beaucoup plus ouvert au monde dans un premier temps et aux gens, forcément, ça va de soi. Donc, pour la faire simple, je suis né au Maroc. Mon bac, je suis venu à Paris le passé, donc j'ai habité à Paris. Je suis ensuite, la deuxième année, après ma deuxième année à Paris, je suis parti donc à faire une année d'études universitaires à Montréal. Ensuite, je suis revenu sur Paris et puis j'ai passé ma mère est de Marbella, donc passé aussi beaucoup de temps sur Marbella. J'ai passé aussi pas mal de temps à Londres. J'avais des liens là-bas. Et puis maintenant sur Nice. Voilà. Ok. Tu as l'air d'avoir un gros état d'esprit méridional. Tu as aimé toutes ces villes un peu plus du nord, toi qui as grandi au Maroc? Disons que non, je me serais pas, pour preuve, je me serais pas vu y vivre, mais j'ai toujours fait en sorte de m'adapter. Ce qui veut dire que dans toutes les villes où j'ai pu vivre, poser mes valises, j'en garde de très très bons souvenirs. Oui. Alors voilà, c'est si tu veux la nuance que je vais apporter. J'arrive à me dire que c'est une ville où je pourrais plus y vivre, où je ne vivrai plus. Mais j'en garde un super souvenir. Montréal, j'en garde de très très bons souvenirs. J'ai passé une année merveilleuse et pour preuve, j'y suis retourné pour des stages au niveau du travail après y être rentré, puisque j'y avais passé une année. Et je fais en sorte de toujours apprécier quelque chose ou de le rendre agréable et sympathique. Même Paris, voilà, quand j'y retourne pour une semaine, comme ce fut le cas là pour le marathon de Paris, j'étais avec mon fils, le plus grand, et on a pu se balader dans Paris et même lors du marathon, lorsque j'ai couru, j'avais plein de souvenirs et j'étais vraiment, vraiment nostalgique, alors qu'au jour d'aujourd'hui, avec une famille de 5 et deux chiens de compagnie, ce serait très difficile de vivre là-bas. Mais voilà, j'ai toujours une place dans mon cœur pour tous les endroits où j'ai passé du temps, ou toutes les personnes qui ont compté pour moi dans la vie. Ok. Aujourd'hui, tu as 50 ans, tu as, je crois, 32 marathons à ton actif, tu es coach sportif.
Comment t'en es venu à tout ça? Alors, moi, j'ai commencé donc à courir, j'en parlais en préambule de notre petit entretien, par la force des choses, voilà, une blessure au foot, une rééducation, un premier semi-marathon, une pancarte de semi-marathon dans la ville de Casablanca. Je me suis dit: «Ah bon, bah, en rééducation, est-ce que je peux faire ça?» On s'est lancé le défi, je pouvais pas, bah, avec ma maladie, c'était très compliqué. Je pouvais pas, m'éloigner de chez moi, je pouvais pas courir seul, je pouvais pas courir, sans un tas de petites choses qui faisaient que ça allait me rassurer, comme par exemple courir loin d'un hôpital, loin d'une clinique, sans bouteille d'eau, sans médicaments, donc c'était très, très compliqué. Attends, et pourquoi tu pouvais pas courir comme ça? Bah, à cause de ma maladie, j'avais, c'est-à-dire que j'avais des comportements de sécurité, qui faisaient, après m'avoir, qu'on Ah, m'ait ah, diagnostiqué. ah oui, c'est vrai, parce que donc oui, Moi, donc je m'y suis mis, si tu veux, par hasard, suite à une blessure, mais je pouvais pas courir, comme je le souhaitais. Pour moi, c'était pas naturel. Il fallait que je coure dans un endroit vraiment bien précis, que ah, je connaissais, où j'étais en sécurité totale. pardon, ouais, donc parce que tu as commencé à courir en 2013. Alors, mon premier marathon, c'était en 2014. Mon premier, effectivement, j'ai couru en fin 2012, fin 2012-2013. Effectivement, j'ai commencé à m'y Ah, mettre. alors pardon, ma question était pas dans l'ordre. Ouais, ton choc, psychologique, c'était le 11 septembre 2001, donc Tout à on fait. va repartir de là. Est-ce que tu peux expliquer tout ça? OK. Tu étais aux Alors États-Unis? moi, je suis aux États-Unis. Pour un long week-end, je travaillais donc, pour une grosse compagnie aérienne française pour, dans le marketing pour et je ne citerai pas son nom et Ah, tu y étais pour le travail là? Ah, c'est alors non, j'en ai profité. Je travaillais dans cette compagnie, j'avais des billets, très peu chers, et donc j'en profitais pour voyager dans le monde entier. J'avais 2 amis d'enfance, qui étaient donc qui habitaient donc, à New York, plus précisément dans le New Jersey, de l'autre côté de la rive de Hudson River, et donc, on passe un week-end exceptionnel. C'était d'ailleurs le dernier, c'était, pendant l'US Open, Flushing Meadows, pour les connaisseurs de tennis. C'était le dernier concert de Michael Jackson avant qu'il ne décède au Madison Square Garden. On avait assisté, 24 heures, 24 ou 48 heures avant, donc c'était vraiment la Tu allé au folie. concert toi? Oui, Ah oui, oui, ouais, oui, donc OK. c'est pour ça que je le dis, que c'était vraiment un week-end incroyable. Mes 2 amis, qui ont le même âge que moi et avec qui, je suis toujours en contact. Donc je passe ce week-end, et mon vol retour était le mardi 11 septembre. Donc, vraiment, j'avais un vol retour, ce jour-là. Les vols transatlantiques avaient lieu donc toujours en fin de journée pour arriver le lendemain matin en Europe. Moi, je rentrais sur Paris, et on devait donc, ce jour-là, il y en a un qui part au travail et l'autre qui reste avec moi pour passer la journée et aller nous promener autour, sur les tours. Avant Vous aviez prévu On d'aller sur avait les tours? prévu, ouais, et donc là, il y en a, ben, vers 8 heures, je sais plus quelle heure exactement, il y a, l'un des 2 frères, nous appelle, pour nous dire: «Regardez, la télé, il y a une tour, qui est en feu, un petit avion de tourisme a percuté, la tour, Tu très l'as pas vu en certainement». direct Ah toi? non, je l'ai Non? pas vu en direct, et donc, bien sûr, tout de suite, CNN, sur la télé, et donc, la deuxième tour est frappée par un avion. Bon là, tout de suite, on comprend la gravité des choses. On voit que c'est un avion de ligne et non pas des petits avions de tourisme, et qu'est-ce qu'on décide de faire? On prend la voiture pour se rapprocher. On est de l'autre côté de la rive, donc, juste en face. Il y a juste la Hudson River qui nous sépare, donc on a un panorama, apocalyptique, en face de nous, et donc, là, les 2 tours s'effondrent en face de nous avec, bah, les images que tout le monde, alors beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast, n'ont pas vécu ça en live puisqu'ils n'étaient pas nés, mais en tout cas, tous les gens de ma génération ont vécu ça, et ça les a marqués. Et donc, voilà, je rentre on reste 5 jours, sur New York, les vols fermés. Je l'explique dans mon bouquin, comment j'ai réussi à rentrer. Bon, ça aussi, c'est une longue histoire. Et pardon, juste pour en venir sur le jour, si ça t'angoisse et tout, tu me le dis, on n'en parle pas, mais tu te souviens d'une situation d'apocalypse, tout le monde criait, il y avait du Oui, bruit, c'était alors comment? c'était terrible. On était avec mon ami, on avait donc, toutes les personnes qui étaient, à côté de nous avaient donc la radio allumée, les voitures
voitures stationnées, dehors les voitures, en train de regarder bouche bée cette scène. Et dès lors que la première tour s'est effondrée, alors le plus angoissant, c'était, on entendait alors souvent des informations contradictoires. Tel avion s'est crashé, le Pentagone a été touché. Alors pour le cas, c'était vrai puisqu'il y a eu 4 avions qui se sont crashés. Mais il y avait, dès lors qu'on perdait le signal avec un avion, on disait ça y est, il est perdu. Alors c'était des dizaines de vols, on entendait ça. C'était la radio américaine et tous les gens étaient en train de se parler. Oh mon Dieu, on est attaqué, c'est l'apocalypse, c'est vraiment un film d'horreur. Il devait y avoir des sirènes, des hélicos, Alors, de tout, on quoi. entendait, alors c'était ça qui était vraiment ultra angoissant. Alors, les sirènes, bien évidemment, de pompiers, d'ambulances, de police. Et ça, je l'anticipe, ça a duré pendant 5 jours. Pendant 5 jours, on voyait, puisque nous, on était de toute façon de l'autre côté, non seulement on les entendait, mais on voyait les gyrophares pendant 5 jours, jusqu'au jour où j'ai pu rentrer sur Paris. Donc là, on voyait donc, dès lors que la première tour s'est effondrée, on a vu, c'était incroyable. On voyait tous les gens se tomber à genoux, se prendre avec les mains le visage, en pleurant, en criant, vraiment dépité. C'était vraiment terrible. Et tout ça, voilà, alors j'arrive à en parler sans aucun souci, mais j'ai du mal à re-regarder les images parce que ça me donne des angoisses terribles, terribles, terribles. Ça me refait ça peut me faire me déclencher des crises. Et voilà, donc je rentre sur Paris 5 jours après. Je prends le métro, station Havre-Comartin sur Paris, c'est station RER métro. Et en descendant, je commence à avoir une première crise, je savais pas, donc je pensais que c'était mon cœur. Plus je descendais, plus j'avais l'impression de manquer d'oxygène, d'être étouffé. Alors je me suis dit, j'ai dû peut-être sur New York respirer de la fumée qui a fait que j'ai été touché au niveau des poumons ou au niveau du cœur. Je ne sais pas, je savais pas. Et donc, alors je remonte et en remontant, donc je réussis pas à prendre le métro. En remontant, j'ai l'impression, voilà, que j'étais au fond de l'océan, noyé, et que voilà, je reprenais mon oxygène en arrivant tout en haut de la sortie, en arrivant à la sortie. Et rebelote, le lendemain, la même chose, je n'y arrive pas, je me dis il y a quelque chose. Et là, j'ai des amis qui viennent à la maison et 2-3 jours plus tard, et j'ai une crise à la maison. Et là, je me dis c'est plus le métro, c'est plus respiratoire. Je prends un taxi et je direction l'hôpital Ambroise Paré. J'arrive, je dis je suis en train de mourir. Donc on me fait tous les examens et puis le cœur, on me fait respirer, on pose des questions et on me pose la question, est-ce que vous avez subi un traumatisme dernièrement? Et je leur explique le 11 septembre, on me dit ne cherchez pas. Et là, on me dit, voilà, il faut traiter tout ça. Faut pas laisser traîner. Et donc, voilà. Donc, c'est quoi le traitement? Alors, le traitement, c'était, alors, j'ai tout essayé, le MDR, des séances de TCC, thérapie comportementale et cognitive, médicamenteuse. À l'époque, tu vivais à Paris ou à Casablanca? À Paris, je vis à Paris. Donc, c'était de 2001. Je suis resté de 2001 jusqu'en 2006 à Paris. J'étais toujours à Paris. Bon, j'étais un peu avant, mais de 2001 à 2006. Et c'est en 2006 où je décide de re-rentrer, de 2006 jusqu'à 2021, sur le Maroc avec mon épouse. Et c'est là où mes 3 enfants sont nés. Et donc là, de 2001 à 2006, alors c'est compliqué, mais j'arrive à faire quand même certaines choses, notamment à prendre l'avion. T'as des traitements psy, il y a des médicaments? Alors, des médicaments en cas de crise, c'est ce qu'on appelle, c'est des anxiolytiques. Ça te calme une crise quand tu en as une, mais ça, c'est un certain moment. Et après, tu peux en avoir tout le temps. Et ça voudrait dire que tu devrais vivre H24 avec des anxiolytiques. Et c'est très compliqué, c'est pas bon pour la santé. Donc, t'évitais d'en prendre. Alors, j'ai évité d'en prendre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait d'éviter d'en prendre, donc je vivais dans un comportement de sécurité. J'évitais tout ce qui pouvait me déclencher une crise. Quelque chose, un souterrain, à partir dans un endroit où il n'y avait pas un hôpital à côté, une clinique, un médecin. Et donc, à chaque fois, c'était
je limitais un peu plus, si tu veux, ma liberté, mes moindres faits et gestes. Et c'est ce que je dis souvent, c'était une prison sans barrière. C'est-à-dire que je ne pouvais plus rien faire jusqu'au point où je ne pouvais plus sortir de ma ville, de mon quartier. Et c'est allé même plus loin. Bon, bien sûr, je ne pouvais plus prendre l'avion. Et ce que j'ai plus pu faire, qui était plus dramatique, c'était rester seul. J'arrivais plus à rester seul, ni au travail, ni à la maison, ni sur un trajet. J'ai plus pu conduire. J'ai eu mon permis à 18 ans, donc je pouvais plus conduire. Donc j'avais mon pauvre papa qui est décédé et qui passait me prendre, puisque j'ai travaillé longtemps dans sa fiduciaire avec lui. J'avais cette chance de pouvoir gagner ma vie et d'être avec mon père qui comprenait un petit peu ma maladie. Donc ce que je faisais, c'est que il passait me prendre et donc j'étais pas seul et j'allais avec lui au travail. J'étais pas seul et on me raccompagnait. Et quand c'était compliqué, j'avais un chauffeur. Bon, au Maroc, c'est pas un luxe. On peut en avoir. Donc j'avais un chauffeur de la société qui s'occupait de moi. Et voilà, j'allais à mon sport puisque je faisais du foot à l'époque avec un copain, puisque je ne conduisais plus du tout. Impossible de conduire. J'avais une terrible crise en 2006 où carrément les gens sont venus me relever. J'étais en voiture et j'ai commencé à m'étouffer, me voir mourir, comme si j'avais une crise cardiaque, mais mon cœur n'avait rien. C'est juste mon cerveau qui me disait tu es en train de mourir. Donc j'ai fini à genoux par terre et tout le monde est venu me secourir. Donc c'est très violent. Et puis après, on se dit que ça peut arriver n'importe où. C'est d'une violence, il faut le vivre pour le comprendre. Je peux pas, mais c'est tellement, tellement, tellement difficile. Si bien que je pouvais plus, mon père nous proposait des week-ends, des amis nous proposaient des week-ends à Marrakech, qui est une super ville pour aller passer des week-ends. Je pouvais plus parce que je me disais que plus j'allais à l'intérieur des terres, donc c'est pour ça que je te disais, ça commençait par les hôpitaux, les petites choses et tout, mais je me disais que plus j'allais à l'intérieur des terres, et mon cerveau me disait, il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur des terres. Donc il fallait que je sois sur des villes que proches de la mer, de l'océan. Et donc, le seul voyage que j'ai fait pendant peut-être 4-5 ans, c'était l'Espagne. Et pourquoi l'Espagne? Parce que je partais du Maroc, je montais la côte, donc l'autoroute jusqu'à Tanger, je prenais le bateau, et le bateau, je faisais la côte pour aller jusqu'à Marbella, et c'était la seule destination que je pouvais faire. Donc, il n'y avait ni avion, ni je conduisais, c'est ma femme qui faisait tout, sachant que j'avais 3 enfants, et que je me disais que j'étais pas un père normal, parce que voilà, je pouvais pas aller les prendre à l'improviste, les récupérer à l'école, faire comme n'importe quel papa. À un moment, tu expliques dans ton livre que ton père va développer un cancer, si je ne me trompe pas. Il va être hospitalisé à Paris. Et tu sais pas comment tu vas pouvoir aller le voir. Ouais. Ah bah alors ça a été clairement le moment le plus difficile de ma vie, je pense, au jour d'aujourd'hui. Mon père, on lui diagnostique un cancer du pancréas. Donc au Maroc, il est au Maroc. Donc la première des choses, lorsqu'il nous l'annonce, il nous dit bon bah je vais prendre l'avion et je vais aller donc à Paris pour me faire soigner pour une grosse opération. Et là mon père prend l'avion avec mon frère. Mon père étant divorcé, donc il a que nous, mon frère et moi. Mon père a toujours tout fait pour nous. Et là je me dis, tu te rends compte, regarde, là, je me suis dit, voilà, ce que j'ai toujours, parce que c'était ma hantise, qu'un jour, il nous arrive quelque chose et que je puisse pas, ou qu'il arrive quelque chose à mon père, que je puisse pas prendre l'avion pour y aller. Déjà, il y a eu un prémisse avec le mariage de mon frère. Mon frère me dit, tu vas être mon témoin, et je me marie à Paris. Et c'était limite, j'étais le plus heureux du monde du fait qu'il se marie à Paris, qu'il se marie, et le plus triste du monde, le fait qu'il ait choisi Paris. Alors, c'était horrible. Bon, ça, c'était déjà une première claque. Et mon père qui me dit, mais Thierry, je vais t'accompagner, je prends la voiture s'il le faut, tu dois être là au mariage de ton frère. Et moi, j'étais rongé de l'intérieur en me disant, mais tu te rends compte, tu peux pas être au mariage au plus beau jour de la vie de ton frère, parce que je pouvais pas aller à l'intérieur des terres. C'était même pas l'avion, mais c'était tout type de transport. Bref, donc mon père, pour en revenir à mon père là, mon frère va avec lui à Paris, il se fait opérer donc à l'IMM, Institut Montsouris, dans le 14e. Et là, il a des complications. Et là, mon frère me dit, voilà, ils l'ont plongé dans le coma parce qu'il a fait une réaction. C'est une opération de 8 heures. J'étais
mon père, c'était vraiment et mes parents et la famille, c'est toute ma vie. Donc là, je suis là, je fonds en larmes. Je lui dis à ma femme, comment c'est possible? Je peux pas aller à l'intérieur des terres, mais je peux pas. Je m'en voudrais toute ma vie, plutôt mourir que de pas être au chevet de mon père. Et là, qu'est-ce qu'on décide de faire? Ma mère, qui comprend un petit peu, elle me dit, bon, allez, les enfants, venez. Je vous attends à Paris, parce que mes parents sont divorcés, mais ma mère est sur Paris, elle habite Paris. Et donc, on prend les enfants. Mes enfants étaient tout petits, c'était en 2015. 2015. Et mes enfants, donc, limite, je me dis, je leur inflige ça. On prend la voiture un soir de Casa jusqu'à Tanger. Ensuite, on prend le bateau, on reste une nuit à Marbella. On a une maison là-bas. On dort à Marbella et ensuite on prend un train entre Malaga et Barcelone et Paris. Finalement, j'y arrive. C'est comme si, voilà, je me dis, c'est la force de mon père. Donc mon père, j'arrive à le voir. Finalement, on y reste quand même 3 semaines. C'était pendant l'été. Et là, je me dis, je fais une promesse à mon père que c'est un déblocage et que je vais faire les efforts pour pouvoir reprendre l'avion et pour pouvoir venir le plus souvent possible, être à ses côtés et que tout reste derrière moi. Et effectivement, C'était en quelle année ça, pardon? Ça, c'est en 2015. 2015 ou Ah, mais 2016. d'accord, ah ouais, c'est vieux. 2015 ou 2016. Et c'est la première fois que je reprends l'avion depuis 2006. Donc, je suis resté de 2006 à 2016. Ah, mais je pensais pas que c'était si vieux. Ah ouais, donc pendant 15 ans, tu as vécu l'enfer. Ah, j'ai vécu l'enfer. Et d'ailleurs, voilà, donc là, c'est là où on rentre donc en train, en voiture, le même trajet, mais sens inverse. Je rentre et donc là, je me dis que ça y est, plus jamais ça. Et je décide de reprendre l'avion en 2016. Pour la première fois, en 2016, et c'était pour le marathon de Francfort. Et donc, je vais avec ma femme et mes 3 enfants, et je fais le marathon de Francfort pour la première fois. Et c'était le premier marathon que je faisais. C'était mon 4e marathon que je faisais à l'intérieur des terres. Et j'avais choisi précédemment toutes mes courses en fonction de leur positionnement. Et à chaque fois, j'y allais soit en voiture, soit en train. Mon premier, c'était Malaga, c'était à côté. Ensuite, je fais Valence, la front de mer. Et ensuite, je fais Barcelone. Et les 3, et je me suis dit, le 4e, et enfin, à chaque fois, je progressais. Le 4e, comment j'allais faire? Et le 4e, je me suis dit, ça y est, j'ai fait toute l'Espagne. Je peux pas aller plus haut, je peux pas aller à l'intérieur des terres. Alors peut-être si, Montpellier, marathon Nice, Cannes. Bon, je connaissais pas à l'époque, mais il y a eu cette opportunité et j'ai repris l'avion et donc après j'ai fait effectivement, j'ai pu reprendre l'avion. Je le reprends plus, pour information. Donc même quand je vais au Maroc, je le reprends pas. Je fais toujours un très très long, donc c'est très fatigant pour moi parce que ça nécessite des arrêts, de la fatigue. Je suis souvent assis, donc des fois c'est la voiture, c'est le bus, c'est le train, le bateau. Donc c'est très 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 fatigant. Les gens ne s'en rendent pas compte non plus. Le marathon de Casa, je l'ai fait. Je suis parti courir, je l'ai fait comme ça. Bon, Paris, ça va, c'est un train, un TGV. Là, je pars à Copenhague et donc c'est un très long voyage. Je vais le faire aussi. Je pars pas en avion. Je pars jusqu'à Paris, ensuite en train. Ensuite, j'ai un train jusqu'à Cologne. Ensuite, je fais une pause et ensuite je fais un Cologne-Copenhague en passant par Hambourg ou par le nord de l'Allemagne. Donc c'est souvent 2 jours de voyage et voilà. Donc ça reste toujours très dur. Et je vais te poser cette question. Et donc t'es pas guéri, on guérit jamais de ça. Eh ben alors disons que j'ai rechuté sur Nice ma deuxième année. J'avais la possibilité de participer au championnat du monde de master. Tu sais, Abbott, tout à fait. Le Abbott propose. Alors, c'est comme ça que j'ai pu faire Londres, parce que Londres, même quand tu as les minima, tu peux pas y participer, sauf si tu es UK Citizen, etc. Donc, en 2022, j'ai pu réaliser ce rêve de courir le marathon de Londres, parce que c'était toujours compliqué. Alors, moi, j'ai décidé, vu que j'avais des chronos, j'ai toujours les chronos, et même au jour d'aujourd'hui, de pas passer par des agences de voyage. C'est beaucoup trop coûteux et c'est trop réglementé.
Donc, je préfère le faire par mes propres moyens. Et en 2023, il y avait Chicago. Donc, je devais faire Chicago pour y participer. Londres, donc j'y avais été en avion. Et en 2022, voilà, ça se complique. Donc, ça fait maintenant 4 ans. Et donc, j'ai pas fait Chicago. Et d'ailleurs, là, il y a Tokyo, qui est l'année prochaine, qui est très difficile aussi à voir. Je suis qualifié. Et je vais pas y aller parce que voilà, c'est trop lointain. Donc, on guérit sur certaines choses, mais pas sur tout. Et pour preuve, Paris, qui a été un super souvenir pour moi, puisque c'était en 2017, c'était l'année où je fais un magnifique marathon où toute ma famille est réunie, ma femme, mes 3 enfants, ma mère et mon père, bien que divorcé, mon père On était en malade. parlera après si tu veux. Ah d'accord, ok, Ouais. d'accord. Et juste une dernière question par rapport à ça. Dans ton livre, tu parles d'agoraphobie. Tout à fait. En gros, c'est la peur de la foule, quoi. La peur Alors, des pas, gens. alors, Non, non, c'est alors, ça non. Alors, il y a 2 définitions. Ça peut être la peur de la foule. Alors, j'ai pas peur de la foule, Ah, ok. bizarrement. Bah, j'allais J'ai te peur demander des comment tu espaces. faisais J'ai dans peur les sas. Ok. j'ai peur des espaces, hein, c'est-à-dire où j'ai pas de repères, où c'est comme si je n'avais pas de béquille. Tu Par pourrais exemple, pas aller dans le désert, quoi. je ne peux pas aller dans les airs, voilà, donc tu as tout compris. Je peux pas traverser un terrain de foot tout seul au milieu. Ok. Et la petite anecdote, quand je jouais au foot, j'étais plutôt offensif et je cherchais. Et même quand j'étais trop loin d'un défenseur qui devait me marquer à la culotte, eh ben j'arrivais pas à rester trop loin de lui. Des fois, c'est moi qui me rapprochais. On me disait mais démarque-toi. Ah ouais. Et limite, c'était trop drôle parce que limite je cherchais vraiment le contact avec le défenseur alors que je devais me démarquer. Et on m'a proposé souvent même de me sponsoriser, de participer au Marathon des Sables. Et pour moi, je peux pas le désert. Et souvent, les gens me disent, je peux pas le désert, je peux pas la montagne, la haute montagne, parce que j'ai pas de repères, je perds mes moyens. Pour moi, c'est pas naturel. Une route, j'ai des amis qui m'ont montré une vidéo sur l'Islande en me montrant, en m'ont dit regarde c'est magnifique, et les enfants m'ont dit papa c'est trop beau, et voilà, et d'être au milieu d'une route sans repère, sans rien à droite, sans rien à gauche, non je peux pas. Il faut au contraire que je vois des gens et d'ailleurs peut-être que on en parlera tout à l'heure, courir c'est-à-dire tout seul, ça me pose problème, et même sur un marathon, au-delà des tunnels, parce que je pense que tu m'as dit que on y viendra, c'est-à-dire courir avec trop d'espace, avec des gens, non, il me faut que je sois soit avec une personne, ou soit que j'ai en visu une personne devant ou derrière, ça me rassure. Ouais. Donc 2013, tu as 37 ans, je crois, si mes calculs Alors, sont bons. non, oui, effectivement, puisque 2014, j'ai 38 ans, exactement, tout à fait. Donc ça, 37 ans, ouais, t'as attaqué tard alors à l'athlé, hein. Oui, Donc là, ouais. tu fais un premier semi. Alors, je fais un premier semi, et là, j'avais pas mon GPS. C'est Marbella ou Casa, je me souviens pas. Alors, j'ai fait, Casa, je vais pas considérer, c'est Marbella, où je fais 1h22. Je fais 1h22 à Marbella. En rééduc, quoi. Tu t'es dit, le foot, c'est plus pour moi. Voilà, c'est plus pour moi. Donc, je commence à courir, des petits footings, surtout que on le voit sur certaines photos où j'avais besoin d'avoir toujours une petite bouteille d'eau sur moi, parce que ça me rassurait, parce que pour moi, l'eau, c'était synonyme d'oxygène, donc c'est ce qu'on appelle les comportements de sécurité. C'était ridicule, mais il me la fallait. Alors, d'ailleurs, même les matchs de foot, on le voit derrière mon mollet, derrière mon protège-tibia, on voit souvent une petite bosse. C'était pas mon muscle, mais c'était une petite bouteille d'eau. C'était hallucinant que je jouais avec une petite fiole en plastique avec de l'eau. Donc je fais ce semi, et là je fais 1h22. Alors je dirais pas à 100 mètres préparé, parce que voilà, je m'y étais un petit peu intéressé. Je commençais à regarder un petit peu les programmes d'entraînement, mais j'étais vraiment, je créais un groupe qui s'appelait Runners Maroc à l'époque, avec un groupe d'amis. On était une dizaine de personnes, on essayait de courir en groupe, mais vraiment rien de, juste la passion, mais vraiment rien de très spécifique au niveau des entraînements, de l'expertise non plus, puisque je démarrais. Et c'est là où je décide, je me dis, ça y est, j'ai fait un semi, Marbella, parce que c'était toujours le seul endroit où je pouvais aller, et je décide de faire mon premier marathon en fin 2014, en janvier,
à Malaga, puisqu'il y avait, à l'époque, il y avait, bon, maintenant il a vachement pris, mais il y avait, il devait y avoir 3000 participants et il n'y avait pas le semi, il n'y avait que le marathon. Maintenant, c'est un marathon et un semi. Et je décide de le courir en faisant les choses de mon côté. Je cours 80 km par semaine et à l'époque, voilà, il n'y avait pas trop de retour d'expérience. Les gens qui faisaient sub 3, déjà, c'était des ovnis. On les regardait, on se disait, mais d'où tu as sorti ce chrono? Et je fais 2h45, mais surtout, je fais 2h45 Donc ton premier marathon. Ouais, Ouais. mon premier marathon, mais sans exploser. C'est-à-dire que, alors, je suis le plus heureux du monde parce que je réussis à faire cette course parce que c'était déjà un défi de me dire je vais courir et 42 km, être seul par moment parce que j'avais toujours cette maladie en moi, puisque je prenais pas l'avion et il y a plein de choses que je ne faisais pas. Et là, le fait d'y arriver, ça me redonne confiance en moi. Je me dis waouh, et ça m'occupe l'esprit. Je me dis ben voilà, ben maintenant je veux pouvoir en refaire un. Et limite, je me sentais normal puisqu'il y a plein de choses que je pouvais pas faire normalement. Et j'arrive à passer les deux semis je te dis, en une 22-30, quelque chose comme ça, une 22-20. Et là, je me dis, waouh, et il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire, ouais. Il y a quelque chose à faire, voilà. Et tu finis combien à l'époque, tu te souviens? Alors oui, je finis. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai tous les classements, mais je dois finir dans les, je crois 13e ou alors Ouf, si je dis ah pas, oui. ouais, je dois finir dans les 20 premiers et je finis dans ma catégorie d'âge. Je fais je fais un podium. Je fais un podium dans ma catégorie d'âge. J'ai tous les podiums, mais c'est sûr, je finis dans un top 15, un top 15. C'est marrant parce que tu vas traverser les époques en athlète, même si tu as attaqué tard. Tu as Ouais. créé en fait l'ancêtre du Running Crew avec Running Maroc ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, tout à C'est fait. marrant. Et tu as connu vraiment le marathon où c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui, Ah quoi. non, ça a complètement changé. Et par Complètement contre, changé. tu viens pas d'école d'athlète, tu as quand même fait un peu de 10 km, de 5000 mètres. T'en as Alors, fait pas ça? du tout. Alors, c'est très drôle. Alors, quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, moi, j'étais à la Mission française et au Maroc, je gagnais toutes les courses. Alors, j'ai été. Pourtant, les Marocains, ils sont forts en Alors, demi-fond ils en sont plus. très forts, mais là, effectivement, surtout en cross et en demi-fond. Mais en fait, c'était la Mission française. Donc, c'était les gens qui étaient scolarisés dans D'accord. toutes les écoles françaises. Donc, disons que on va dire qu'il y avait il y avait quasiment pas de personnes qui venaient de l'athlé. Donc, c'était la génétique qui parlait. Et donc, j'avais gagné un cross, mais un cross, je veux dire, des écoles, quoi, des écoles en CM2. Et ensuite, j'ai été champion du Maroc, la mission, en 6e, 5e, 4e. À l'époque, c'était du 1500, 1200 en 6e et 5e, je crois 1500 par la suite. Et j'ai ressorti les diplômes. Et bon, je faisais pas d'athlé, hein, on faisait juste en EPS, hein, le sport. Donc, je pense que déjà, voilà, j'étais T'es prédisposé prédisposé, ouais. parce que, bon, clairement, on le dit, il y a des recherches. Bien sûr, le travail paie et c'est très important, mais les chercheurs et les scientifiques le disent, il y a 60% de génétique, hein. Ah oui. Donc là, un gars comme Gracie, on vient de voir les vidéos, c'est pas seulement le fait de travailler. Oui, c'est sûr que si tu as 12 de VMA, tu feras jamais 2h15 au marathon, quoi. Voilà, c'est ce que les gens doivent comprendre. Ça, c'est quelque chose d'important que la génétique et puis ce qu'on a, le moteur qu'on a initial. Eh ben voilà, on peut le travailler, mais bon, déjà il doit avoir, si tu veux, des bases de perf. Et là, tu en as fait quand même des 10 km? Alors j'ai fait des 10 en 31,50. En semi-marathon, j'ai 1 heure, sur semi de Paris en 2017, j'ai 1h10, un gros 1h10, et j'ai beaucoup de 1h11, énormément, sur Nice, sur semi de Cannes, etc. Alors j'ai sur piste, j'ai un 5000, le Fast 5000, Oui. à l'époque. Je l'ai fait, je crois, en 2021, la première année où on est venu s'installer. Donc, c'était en 2021. J'ai fait un 15-30.
donc du 3,07. Ah, puis tu avais 45 ans, quoi. Voilà, Ouais. donc et j'ai fait la même année ou l'année d'après, j'ai fait un 3000 ici au stade Charles Hermann où j'ai fait un 8,55. Donc ouais, j'ai un 8,55. Donc là, super content aussi de courir à moins de 3 au kill sur 3 bornes. C'était génial de me dire que finalement, voilà quoi. Mais effectivement, je m'entraîne très très peu sur piste, quasiment pas. Et est-ce que tu te souviens de ton premier marathon que tu as fait en moins de 2h30? Oui, bien sûr. C'était à Francfort, donc j'ai fait 2h28 en 2016. Donc 2h28, magnifique, 1h14, 1h14 aussi. Donc incroyable parce que celui d'avant, donc ça c'était mon 4e marathon, Francfort, où j'ai fait 2h28. Le 3e c'était 2h35 à Barcelone au mois de mars. Et donc fin octobre, je réalise 2h28. Et là, je me rends pas compte. Je me dis quand même 2h30, 2h30, c'est quand même solide. Surtout que je te dis, j'étais plus tout jeune quand même. J'étais plus tout jeune. J'ai pas une vie parce que ça aussi, les gens s'en rendent pas compte, mais j'ai pas une vie d'athlète. Alors j'ai une bonne hygiène de vie, mais bon, là à l'époque, je travaillais, j'étais RH un gros groupe où je gérais plusieurs centaines de collaborateurs. Donc un travail très stressant. Je suis très proche de ma famille, de mes enfants, donc 3 enfants en bas âge aussi. Et donc j'arrivais à réussir à m'entraîner et à performer. Et donc c'est juste incroyable. Et là je me dis 2h28, ça, on pourra plus me l'enlever. Je pense que j'ai atteint un rêve en ayant démarré si tard, d'avoir couru sous les 2h30. Ça, c'est comme un aboutissement. C'est le Graal. Je me suis dit, bon, à mon âge, Je peux mourir tranquille, quoi. Voilà. Et comment tu l'as appréhendé, toi, qui t'entraînais un peu de ton côté? Tu t'es dit quoi? Allez, je pars sur moins de 2h30. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de secret. J'avais mes allures. Là, je commençais Ah, tu déjà à être. Ah commençais, oui, ouais. oui, oui, oui. C'était, J'étais vachement quand même plus sérieux, plus méthodique, mieux organisé. Je faisais les choses mieux. Je courais, je bornais plus. Donc là, clairement, je faisais beaucoup moins d'erreurs à l'entraînement et même sur les courses. Bon, de toute façon, c'était mon 4e. J'avais fait 2,45 le premier, 2,40 à Valence le deuxième, 2,35 à Barcelone. Et là, je suis passé à 2,28. Donc, je voyais que je progressais doucement, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas sûrement. Je progressais sûrement. J'avais pas pris de claque sur marathon. Et tout le monde parlait de ce fameux mur du 30e. Tout le monde parlait justement des blessures, des abandons. Donc, j'étais quand même très prudent. Ouais. Après, donc 2017, tu vas faire ton meilleur chrono à Paris. Tout à fait. 2,27 et des brouettes. Est-ce que moi, je l'ai lu dans ton livre, tu peux expliquer ce marathon parce qu'il est particulier? Oui. Alors, j'avais toujours ce problème. Je l'ai toujours encore aujourd'hui. Alors, je prenais l'avion, certes, mais j'avais quand même toujours ces phobies. Mais au-delà de ces phobies, c'est plus que ça. C'est des angoisses terribles qui me déclenchent des crises, notamment les tunnels. Donc, je pars c'est un marathon quand même particulier puisque bon, mon père se faisait soigner puisqu'il avait fait il avait été en rémission, il avait fait une rechute, donc là il était en plein traitement de chimio. Ma mère habitait Paris, ma femme et mes 3 enfants étaient là. J'arrive, à l'époque c'était vraiment un dossard élite que j'avais puisqu'il y avait très peu, j'avais justifié mon 2h28 de Francfort, donc je pars vraiment en première ligne. J'étais comme dans un rêve avec les Éthiopiens. J'avais un dossard avec 2 ou 3 chiffres. Je fais des photos avec Hassan Chadi. Bon, c'était vraiment magique. Il y avait qui sur la ligne de départ? Tu sais un peu Hassan Chadi, tu dis? Il y avait Hassan Chadi et il y avait des Éthiopiens. Qu'est-ce qui gagne tout simplement? Alors, pardon, je t'ai dit Éthiopien, Kényan. C'est un Kényan qui avait gagné ou qui a regagné l'année d'après, mais j'ai plus son nom. Okay. J'ai plus son nom. Donc, je pars. C'était
c'était magique parce que je descends, je connaissais pas le circuit, donc ça part très vite. D'ailleurs, je pars super. Ah oui, il y avait Nicolas Navarro. Il y avait Ah oui. Nicolas Navarro qui fait 2h22, je crois. 2h22, c'était vraiment. Il commençait là. Il commençait, c'était le tremplin pour lui. Ouais, il était plus jeune que moi et d'ailleurs on a pas mal de photos où on était avec les premières féminines jusqu'au j'ai des photos au 20 avant le semi au 17 18e. Bon après je te raconterai la course parce que ça c'est pas passé comme prévu. Tu as dû courir avec lui parce que je sais que tu passes au semi en 1:11, donc vous avez dû courir ensemble à un moment. Exactement. Donc je passe le semi en 1:11 Donc là, tu effectivement. cours avec Nicolas Navarro Je cours avec jusqu'au semi. tout à fait. Je cours avec Nicolas Navarro, avec les premières féminines, et donc voilà, ça se passe. Je suis vraiment sur un nuage parce que je suis vraiment vraiment facile. Mais je fais une prépa quand je regarde mes stats, c'était vraiment du très très costaud, hein, sans m'en rendre compte, sans faire vraiment de choses particulières. Je faisais pas de stage, je faisais mes sorties longues. Je m'entraînais essentiellement sur Casa, pas de stage, pas d'altitude, pas de comment dirais-je, pas de carbone, zéro carbone. Je cours avec des Adidas. Ah non, je cours avec des Takumi pour te dire. Donc c'est les plus fines, c'est pour du 5 ou Oui. voire du 10. Ma mère me les offre la veille et je cours le lendemain avec pour te dire, hein. Alors à l'époque c'était des Adios qui étaient quand même un peu plus confortables que les Takumi. Pour te dire, je fais rien là-dessus. Là, pour le coup, tout à l'heure, je te disais, j'étais prudent, mais pas vraiment. Mon premier kill, il descend, je le fais en 3:11. Donc, c'est quand même vraiment au-delà de mes allures. Donc, je décroche un petit peu, je pense, vers le bois de Vincennes. Je passe en 1:11 et je me dis, je viens de faire 1h10 au semi de Paris. Donc, je me dis quand même, là, tu prends des risques. Et là, on commence les tunnels. Donc les tunnels, je commence à voir, si tu veux, alors je le vois pas sur ma montre parce que moi je fais pas attention au cardio, mais je sens que, tu sais, je commence à angoisser un petit peu parce que je vois un premier tunnel et je me dis mince, le prendre en plus seul, c'est noir. Et puis après, il y a le fameux tunnel des Tuileries. Et là, la misère. Je vois ce tunnel. J'ai des photos juste avant le tunnel où je suis tout seul. Je suis tout seul devant, c'est-à-dire il y a personne devant, personne à l'horizon, ni devant ni derrière. Je rentre dans le tunnel et moi le problème c'est que je peux en prendre mais pas. D'abord, il faut que je sois avec des gens. Là, il y a personne et en plus je dois voir le bout. Et là, rien, je vois pas le bout. C'était interminable. Alors oui, en voiture je peux, mais très certainement pas en courant et surtout seul. Et je vois rien. Et je vois que tu sais qu'il est en forme de serpent, c'est-à-dire qu'il fait une ligne droite, ensuite il a un virage et ensuite la même chose. Et donc je vois pas le bout. Et là je reviens et je reste plus d'une minute et demie dans le tunnel à aller venir. Ouais, parce qu'en fait, tu fais demi-tour. Je fais demi-tour pour Tu fais revenir demi-tour et en à chaque courant. fois reprendre. J'ai l'impression de vivre ce que j'avais vécu en 2001 avec le métro. C'est-à-dire que je descendais et je voyais le tunnel. J'avais l'impression de m'enfoncer c'est-à-dire de manquer d'oxygène, d'aller m'étouffer, de me jeter dans la gueule du loup. Donc là, tu penses même plus à la course. Ah non, en non, fait, non, non, non. ouais, Là, je suis en panique totale, en crise, je suis en mode survie, je pense plus et je me dis, purée, quand même, la course que tu es en train de faire, même si j'avais ralenti un petit peu, voilà. Donc, je sais pas, est-ce que c'est une voie? Je pourrais même pas te dire, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait pour reprendre et me dire, j'ai réussi à le prendre. Donc je finis par réussir. Alors je te promets, je sais pas parce que pour moi c'était carrément la définition de l'enfer. T'as C'est-à-dire pas attendu qu'une personne le prenne. non, parce que je pense que j'ai été seul j'ai réussi à le prendre seul. Peut-être que j'ai fermé les yeux, peut-être j'ai reçu une force de mon père qui faisait sa chimio, de ma famille qui m'attendait à l'arrivée, je sais pas. En tout cas, je réussis à le prendre
Et je finis la course, je finis quand même en 2h27, 2h27-30. Alors, je finis seul. J'arrive sur la place de. Tu arrives à relancer quand même derrière? Alors, je sais que mon kilomètre le plus lent, il reste en 3,45. Donc, j'ai les chiffres, donc j'arrive quand même à maintenir. Alors, je pense que voilà, ça m'a un peu épuisé mentalement, même physiquement, parce que je perds le rythme, le fait de m'être arrêté. Tu perds combien de temps vraiment dans ce tunnel, tu sais? Ah je perds facile, je dirais 2 minutes, parce que le fait d'avoir fait demi-tour pendant une et demie et de reprendre mon rythme et dans le tunnel, j'ai plus les allures, je reprends tant bien que mal, donc je pense que je perds facilement 2 minutes, oui 2 minutes. C'est dommage, ça aurait été beau, un Ouais, 2,25 à ouais, Paris. ça aurait été beau, surtout que c'est vrai que c'est un marathon qui est quand même qui est pas simple, qui est pas évident avec ses difficultés et ça, ouais, ça c'est peut-être un de mes regrets, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et quand tu arrives, tu es quand même contente? Ah, ouais, franchement, tu sais, je suis content du chrono, mais je suis content d'avoir réussi, si tu veux, à passer cet obstacle. Pour moi, c'était vraiment, limite, je devais, j'aurais pu abandonner, quoi. Alors, peut-être un peu déçu parce que en étant passé en 1:11 et en ayant fait après, j'étais pas, je te dis, le kilomètre le plus lent, 3,45, c'est pas explosé. Et sans ça, je me dis, bon, je fais qu'une minute de mieux qu'à Francfort, alors que j'étais vraiment sur une course comme ça. J'étais sur des bases de 25, de 25, je veux pas dire de 24, mais de 25 facile, quoi. Et avec le potentiel que tu as et ce marathon et cette perte de temps sèche, comment ça se fait que tu jamais réussi à faire mieux après? Alors, après, je fais Berlin. Et et là, pour le coup, ça commence à se compliquer parce que on est en 2017 toujours. C'était donc en septembre 2017. Euh, je pense que je prends un mauvais virage où là, je tombe dans le surentraînement. Et je Ah oui? connais vraiment le surentraînement. Et là, je pars pour faire bien sûr mieux que Paris. Et je sais que il y a beaucoup de séances que je ne passe plus, chose que je ne connaissais pas. Et notamment, c'est du surentraînement. Je vais enchaîner de gros entraînements, beaucoup de volume. C'était quoi le volume à l'époque? Ah bah, je monte à 100, ouais, 160, je monte à 160 à mon âge avec la vie pro, etc. Donc c'était assez compliqué. Et là, ouais, je sais que je fais 2h29, 2h29. Et là, pour le coup, ouais, c'est un petit échec parce que je fais pas mieux que Paris. Et surtout, au-delà de pas faire mieux, c'est-à-dire que je fais plus mes 2 semis, si tu veux, assez proches. Oui, Et là, je subis sur tu la fin sautes de quoi. course. Ouais, je saute. Après, Et pardon, tu as fait la prépa l'été à ah Casablanca là? ouais, Ah oui, là, ça doit être quelque chose. ça aussi, ça peut se jouer parce que cette année, je vais refaire Berlin, mais effectivement, c'est un marathon qui est très mal placé parce que on doit s'entraîner l'été et c'est pas les meilleures conditions. Alors, en étant sur Casa ou sur Nice, c'est jamais, c'est jamais simple. Même Nice, c'est très, 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 très compliqué. Oui, Voilà, d'accord. donc alors après, pourquoi? Alors j'ai une année incroyable. 2019, je cours New York en 2h33, ce qui est pour New York, c'était vraiment pas mal. Alors là, ça a été un peu compliqué dû au parcours et je m'étais vu un peu trop beau. J'avais fait un stage, bon, un stage qui m'avait très certainement pas aidé sur mes allures, mais disons au Kenya. Et c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié. Et juste après, donc j'avais New York. J'en garde une superbe expérience. Et donc en novembre, début novembre Et 2000. pardon, New York, ça a pas été trop dur là pour toi, justement? Alors, bah, c'est vrai que il y a tellement de liens avec tout. Alors pour moi, c'était mon 10e marathon et je l'explique dans mon livre, que pour moi, la boucle était bouclée et ça y est,
pour moi, c'était derrière moi, j'étais guéri. Je retournais non seulement sur New York, mais en conquérant puisque je venais courir. Et en plus, à l'époque, j'avais couru pour une association et chaque kilomètre couru correspondait à la prise en charge des frais de scolarité d'un enfant orphelin. Donc, en plus, il y avait beaucoup d'émotions par rapport à ça. J'étais retourné sur les lieux des World Trade Center et c'était comme pour moi, je venais en pèlerinage après avoir vécu autant de choses. C'était 2001 à 2019, c'était près de 20 ans après. J'avais repris l'avion. Franchement, tous les indicateurs étaient ouverts et je recourais dans cette ville où tout avait commencé pour moi, directement et indirectement. Directement par rapport à ma maladie, indirectement par rapport à la course à pied. Et puis, donc, vraiment chargé d'émotions et c'était magnifique. C'est vrai que tu fais bien de me le rappeler. Et donc, c'était voilà, le 10e et tout était derrière moi. Et juste après New York, donc je fais le marathon de Malaga. J'y retourne. Et là, je fais un chrono, je fais 2h28 sur aussi une course qui était pas simple. Donc en 2019, je refais un sub de 30 où je finis 18e et je crois que en tout cas un podium où je gagne dans ma catégorie d'âge sur une course qui était beaucoup plus dense, où il y avait beaucoup plus de niveau et un marathon qui avait pris. Voilà. Donc là, je me dis, c'est parti pour reperformer, pour aller chercher mieux encore. Là, tu vas chercher mieux que 2h27. Et il y a le Covid. Donc, c'était fin 2019, là. C'était en décembre 2019. Il y a le Covid. Donc, en mars 2020, je dois faire le semi-marathon de Paris. Donc, il annule la veille, l'après-midi, la veille. Ils annulent la course. Et là, ça a été difficile pour tout le monde puisque plus de compétition pendant un moment. Et quand j'ai repris, Tu courais quand même pendant ce temps-là, oui, toi? oui, j'ai jamais arrêté. J'ai même créé sur Casablanca, mais toutes les personnes qui écouteront ce podcast, ça leur rappellera de très bons souvenirs. J'ai appelé mon nom de famille, c'est Ini, donc les Ini Race ou les Run Ini, et j'ai fait trois éditions. J'ai fait un marathon, j'ai organisé un marathon, mais un petit peu à la sauvage, en urbain. Donc bien sûr, le tracé, il y avait la distance. Je faisais des ravitaux, mais on était peu nombreux. Mais ça a pris un tel succès que la première édition, c'était un marathon. Mais après, j'ai fait un 10 et un semi. Et le semi, alors que c'était confinement, on s'est retrouvé à plus de 300 voitures le matin dans Casa, alors qu'il devait en avoir. C'était pas autorisé. Et donc, ça a pris une telle ampleur que il y a eu un tel succès que je maintenais les gens, c'est-à-dire avec la course à pied, ils pouvaient se permettre de courir, de s'entraîner. Donc, c'était vraiment une super période. Donc, voilà, là, je reprends, je maintiens comme ça. Et puis, mon premier marathon, ça a été quand ça a repris, donc en 2021, en décembre 2021, je fais 2h31 à Valence. 2h31 à Valence et 2 semaines après, je fais 2h32 à Pise. Et si tu veux, c'est là où j'ai décidé d'augmenter le nombre de courses. Et je cours beaucoup plus. Et là, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et que j'arrive plus. Je décide, je prends la voie, si tu veux, de courir un max de marathon. Pour le plaisir, quoi. Pour le plaisir et d'accompagner d'accompagner mes élèves. C'est une passion de m'évader, vu que, voilà, au fur et à mesure. Ouais. Parce que si mes calculs sont bons, de 2022 à aujourd'hui, tu en as fait une vingtaine, en fait. Alors, 5 par an, quoi. Exactement. Alors, ça s'est intensifié en 2024. En 2024. De 2024 à aujourd'hui, j'en ai fait 12 ou 13.
donc en 2 ans. J'en ai fait 12 ou 13. Et je fais en 2024, je fais Séville en 2,31 Ah, j'y et étais, moi. Ouais. Séville 2,31. Et je fais juste après, 3 semaines après, je fais Barcelone 2h30. Et là, je sens que je suis aussi dans une forme incroyable. Et je fais Milan 3 semaines après, donc en 2h36 ou 2h37. Et donc, j'en fais 3 en 7 semaines. Donc là, il y a pas mal de gens qui me contactent et sur des posts. Ça fait un peu le tour et tout le monde dit, ouais, c'est stratosphérique, c'est un peu, est-ce que c'est bon, etc. Et je dis que non, mais c'est par la force des choses, puisque j'enchaîne avec des groupes d'élèves et Milan, c'était à côté, donc je fais ça. Et là, voilà, donc je fais fin d'année le marathon des Marathon pour tous Ouais. 2024. 2024, je fais marathon d'Amsterdam en 2,33, 2,45 le marathon pour tous, et j'enchaîne avec Malaga en 2,40. Et là, je me dis quand même, je finis l'année sur les rotules. Je finis le 2,40 le Malaga, alors que j'avais fait 2,30 comme meilleur chrono. Je me dis là, c'est très difficile. Et je vois que l'année en 2025, j'en fais 5. Alors, je choisis pas les courses en fonction du circuit, parce que juste je fais attention au tunnel, mais pas par rapport aux roulants ou pas, si sont roulants ou pas, mais par rapport à l'attrait de la ville. Et donc, j'en fais pas mal aussi avec mon club, le CMCF, Club Marocain de coureurs de fond, auquel je suis très très attaché. Et ils organisent justement cette course. On part en groupe à Madrid, et je fais pas mal de courses et assez compliquées. Et je suis en 2,37 et 2,42. Mais je vois que j'ai plus en 2024, je fais 2,30, 2,31, 2,37, Ouais. 2,33 Amsterdam. Je fais des petits 2,30, voire des 2,30. Et l'année dernière, donc en 2025, c'est compliqué. Cette année, voilà, j'en fais 2. 2,39 à Rome, qui est certes difficile, et Paris 2,44. Mais tu vois, je m'éloigne quand même, parce que là, l'accumulation des chronos font que mon corps, il ne récupère jamais, pas forcément par rapport à une course, que je récupère très bien par rapport à une course, mais par rapport à une séance d'entraînement. J'arrive plus, si tu veux, après à envoyer de la vitesse, après avoir fait 6 fois 42 km en 12 mois. Et c'est ça le plus difficile. Et tu t'es jamais trop blessé? Alors franchement, non. J'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance de pas avoir de. Alors j'ai eu une fois le tendon d'Achille. Ça a été assez compliqué à gérer, mais souvent de par ma faute, parce que j'avais fait soit de la piste, soit des crosses, soit ce genre de choses, et puis après un cross, avoir enchaîné sur une séance de piste ou une séance longue de marathon. Mais sinon, franchement, je m'écoute, et voilà, j'ai ce qu'on appelle l'entraînement invisible, hein, c'est-à-dire je dors, Bien, tu je fais manges mes bien. siestes, je mange bien, je bois pas, je fume pas, donc je pense que ça aide aussi, quoi. 2 questions. Pourquoi as-tu quitté donc Casa pour Nice? Et pourquoi as-tu quitté ton métier de DRH pour devenir coach, course à pied? Très bien. Alors, deux bonnes et belles questions. Alors, Nice, c'était post-Covid. Ça a été très difficile pour tout le monde dans le monde pendant la période Covid. On n'avait plus de visibilité. Moi, à l'époque, donc j'étais déjà coach, mais en plus du coaching, je travaillais beaucoup dans les team building. Je faisais beaucoup de conférences sur la motivation, sur mon histoire aussi personnelle, pour motiver les gens, pour parler de la santé mentale dans le sport et comment le sport pouvait nous aider. Et c'est vrai que c'était très intéressant aussi. Pour moi, ça faisait partie de mon métier, et même au niveau de mes revenus, et c'était très enrichissant. Je rencontrais beaucoup de gens, et j'adorais ça. J'adorais ça, de parler de mon histoire, d'aider des gens, et puis de répondre à leurs questions, et puis par la suite aussi qu'on puisse venir me demander d'aider, ou des gens qui me remerciaient du fond du cœur de leur donner espoir.
et de dire que c'était possible de s'en sortir. Ça, c'était ma situation au Maroc avant le Covid. Et quand il y a eu le Covid, tout ça s'est arrêté. Donc j'étais, si tu veux, dans un flou total quant à la reprise de mes activités. Et donc je me suis dit, bon, bah, il va falloir penser à innover ou à réfléchir sur l'après-Covid, puisqu'il y a tout ce qui était lié à des conférences, des réunions, c'est-à-dire les interactions. Tout se faisait via visio, et c'était quelque chose qui me plaisait pas du tout et qui m'angoissait même, parce que j'aimais plus. J'étais malheureux à cette période-là. Et ma belle-sœur, la sœur de mon épouse, habite Cannes. Elle habite toujours Cannes, et donc on était venu passer pendant le Covid un Noël ici, et on avait apprécié. Moi, je connaissais, mon épouse et les enfants pas vraiment, et donc on a trouvé la région très sympathique. Et donc on s'est dit, vu le climat et puis moi, par rapport à mon métier, nous donner un nouveau challenge, parce que je suis un compétiteur, et d'apporter mon savoir-faire ici, pourquoi pas. Et je me suis dit que en plus, je pouvais continuer à vivre d'avoir un revenu de par mes coachings que j'avais donc à l'étranger, puisque je faisais mes plans déjà à l'époque à distance pour des gens un peu de partout. Donc c'était pas complètement, c'était pas farfelu comme idée. Et donc avec mon épouse, on a pris la décision de venir qu'une seule année, de faire une année Test, quoi. test, voilà, et on verrait. De toute façon, on a toujours la famille là-bas, mes beaux-parents sont toujours là-bas, mon frère y est aussi, mes amis. On partirait qu'une année, c'était une petite parenthèse, et finalement tout s'est bien enchaîné, tout s'est très bien passé, et on a décidé d'y rester parce que voilà, on continue à avoir ce lien avec le Maroc en y retournant, mais aussi parce que j'ai beaucoup d'interactions amicaux, familiaux et professionnels avec le Maroc. Le Maroc est toujours dans nos cœurs, pas qu'à moi, mais à mon épouse, mais à mes enfants aussi. Et puis bah, voilà, ici sur Nice, on est quand même très très bien. On a une super qualité de vie, le climat, c'est une ville et une région de sportifs, donc tout y est. Ouais. Et c'est quoi donc ton métier de coach? T'es coach privé? T'as quel type de client? Alors, C'est quoi tes journées? j'ai mes journées. Il y a bien sûr tout ce qui va être élèves pour lesquels je vais faire des programmes, des plans d'entraînement, et que je vais suivre sur différents objectifs. Ça peut être de l'entretien, du maintien, du démarrage de la course à pied, ou alors de la performance, du sub 30 au 4h30, ou un premier marathon, ou de la progression. Et tu fais comment? Le lundi matin ou le dimanche soir, tu fais tes 50 plans? Tu fais comment? Alors non, alors généralement j'essaie d'y bosser en milieu de journée, un petit peu tous les jours, parce que comme j'ai beaucoup d'élèves, donc ça me permet, si tu veux, de répartir et de pas faire ça juste une seule journée ou un week-end. Parce que Donc c'est je vais- du temps, ça, quand même, hein, de faire Ah des oui, plans. énormément, parce que tu as les analyses à faire, que je fais. Bon, ça c'est quotidien, mais c'est aussi le programme, puisque en plus les programmes sont très. Moi, j'ai pas ceux que j'entraîne par plan, ce sont pas des groupes, donc c'est personnalisé, c'est individuel, Oui. donc je peux pas dupliquer, avec des courses très différentes. Ça va du 5 au marathon, et donc c'est pas évident de les adapter par rapport aux périodes et au niveau des élèves, parce que j'ai vraiment de tout. Donc ça, c'est la partie où je vais travailler généralement de 10h30 à 16h à la maison, mais en prenant ma petite sieste quotidienne. Et puis après, il y a les entraînements perso. Alors, il y a trois types d'entraînements. Il va y avoir les entraînements en course à pied, où généralement, c'est des séances que je peux faire avec les élèves, mais c'est une par jour où je vais pouvoir le faire. C'est-à-dire l'élève a une séance, donc soit c'est un petit groupe de personnes qui sont sur Nice, où là, on a les mêmes objectifs, donc c'est des séances qu'on va faire ensemble. Après, il va y avoir les séances
où c'est du statique, où ça va être lié à de la course à pied, par exemple, la progression. Donc, c'est des éducatives, la technique de course, la foulée. Donc ça, je vais travailler, je ne vais pas trop me fatiguer, je vais travailler sur des courtes distances. L'élève va faire son petit échauffement et ensuite, on va travailler sur une centaine de mètres. Et donc là, je suis debout, mais je vais corriger, je vais montrer donc comment réaliser l'exercice. Donc ça, c'est assez cool. Et puis après, il va voir les domiciles. Et ça, les domiciles, ça peut être de la remise en forme. Et Du là, renfort, du renfort, exactement. Souvent lié à de la course à pied. Donc, je veux travailler soit avec des élastiques, soit avec poids du corps. La chaise, du gainage, du gainage inversé. On va travailler donc le bas du corps avec élastique. Donc tout ça, voilà, ça c'est souvent en plein air quand c'est possible ou que l'élève le décide, ou alors en intérieur chez la personne. Donc voilà, grosso modo, comment ça se répartit? Il y a tout type, il y a vraiment, je dirais qu'il n'y a pas, si tu veux, un profil particulier, que ce soit pour du domicile ou que ce soit à distance. C'est vraiment de tout, de l'élite en athlète aux débutants, et la même chose pour le domicile. Le domicile, c'est plus on va dire, du maintien, de la remise en forme, parce que c'est des gens qui ont besoin de motivation, alors que l'élite, ça, il peut le faire tout seul. Et tu arrives encore à faire des SP marathon pour toi? J'arrive, ouais. J'essaie de me faire ça le samedi ou le dimanche. Alors, j'ai la chance d'avoir un petit groupe de 4, 5 de personnes avec qui on fait tous les marathons ensemble. Et donc, on arrive à se motiver, se trouver un créneau ensemble le week-end. Donc, on fait ça ou samedi ou dimanche, et chacun ses allures, mais on fait l'échauffement ensemble et on fait le petit débrief ensuite. Et c'est quand même super sympa. Là, on va préparer Berlin, et on va se serrer les coudes parce qu'il va faire très chaud. On va devoir se motiver cet été. On est tous normalement sur Nice. Et comment tu fais maintenant pour définir ton allure? Tu pars grosso modo sur 3,45 au kill? Alors, bonne question. Quand c'est un début, c'est en début de saison, on va dire, le premier marathon qui va avoir lieu dans l'année. Donc là, c'était Rome. C'était exactement ce que je m'étais entraîné sur du 3,40, 3,45. Et donc, j'ai fait 3,45 sur Rome. Et sur Paris, sachant que ça allait être compliqué, d'abord que c'était pas prévu. J'avais fait d'ailleurs une séance, la fameuse séance Jiménez, où tu fais 4 minutes au tempo, allure marathon, moins 5 secondes plus, et ensuite tu fais la minute en allure 10, allure semi, 9 fois. Je l'avais fait le mardi, et donc je n'avais pas prévu de courir Paris, parce que les gens me disent « Mais tu l'avais dans un coin de ta tête ». J'ai dit « Peut-être, mais pas vraiment, parce qu'il y avait les tunnels, parce qu'il y avait… J'avais fait cette séance et j'étais dans un salon où j'étais 3 jours debout, donc c'était très très fatigant. Donc je savais que ça allait être compliqué. Donc j'ai fait 2h44 et je savais que je pouvais pas faire mieux. Donc j'étais super content. Et là, pour Copenhague, je pense que je serai j'aimerais faire sub de 45, mais pas mieux, entre 2,40, 2,45. On verra si ça passe. Mais voilà. Donc là, j'ai couru hier 18 bornes en 3,48, une semaine après Paris. Voilà, si j'arrive à courir le marathon, là, je vais devoir adapter les séances, puisque c'est dans 3 semaines. Donc, sachant qu'il y a une semaine où je vais pouvoir travailler normalement, c'est cette semaine, un petit peu la semaine prochaine, et puis après, je me repose la semaine de la course, surtout que j'ai un long voyage. Donc, j'adapte, mais je prends toujours autant de plaisir, puisque je suis forcé de rien et je suis pas obligé de faire toutes ces courses, et elles me procurent beaucoup de bien-être dans ma tête et dans mon corps. Quels sont les 3 plus beaux marathons que tu as fait? Je dirais Malaga, tu y allais souvent quand même. Alors, j'y suis allé 3 fois à Malaga, Valence 4 fois. Alors, je dirais Paris. Paris, c'est pour moi, il est incroyable. À faire. Il est à faire. Alors,
peut-être pas pour un chrono, mais en termes d'émotion, en termes d'ambiance, en termes d'orga. Après, bon, il y a cette histoire ça fait débat pour les ravitaux. Bon, nous, on n'a pas connu ça parce qu'en dessous de 2h50, tu connais pas ça. Mais il n'y a pas un passage sur la course qui est pas beau. Franchement, vraiment, vraiment, c'est le cas. Même si on court pas pour admirer la ville. Quand tu vas à Valence, tu n'admires pas la ville. Les gens vont pour un chrono, même dans d'autres villes. Bon, je dirais Paris. Euh, je vais devoir dire New York aussi parce que c'est quelque chose. Et je dirais Londres. Voilà. Je dirais. Londres, tu l'as fait finalement? Oui, j'ai fait Londres. Ouais. Je l'ai fait en 2022 puisque c'était. Ah oui, donc oui, tu l'avais fait finalement. Je l'avais fait. J'ai fait Londres. Londres, incroyable, incroyable en termes d'ambiance aussi. Alors, toutes ces courses, ça n'engage que moi parce que il y a des gens avec qui tu parles et te disent ah New York c'est pas tant que ça, ou alors des gens qui ont des œillères et à force d'entendre que New York c'est incroyable, alors ils vont te dire c'est incroyable. Mais moi je dirais que c'est 3 et mon marathon de cœur, ouais je dirais Casa parce que c'est ma ville et c'est comme si je courais à la maison, voilà. Ouais. Voilà. Tu m'avais dit un truc intéressant quand on s'est vu à Paris. Tu me disais que Valence, c'était un peu une mode à la française, le marathon de Alors, Valence. complètement. Et moi, je suis très déçu de cette course, même de l'orga. Même bon de l'orga, oui. Alors, pourquoi? Parce que c'est pas une course qui est faite, c'est pas un circuit qui est fait pour autant de personnes. Et comme je te l'avais dit après mon marathon de Paris, moi je l'ai fait la première année, je l'ai fait en 2015. En 2015, faudra revoir les chiffres exacts, mais je pense qu'il y avait pas plus de 12 000 personnes. Et je pense qu'il y avait, et non, c'est pas je pense, mais il y avait déjà il y avait deux distances. Il y avait un 10 et un marathon. Alors je sais plus dans quelle proportion, mais en tout cas, les départs du marathon de Valence sont chaotiques, dans le sens où pendant quel que soit ton niveau, même si tu pars en élite, en préférentiel, pendant 5 kilomètres, tu peux pas bouger le petit doigt. C'est vrai ça. Ouais. C'est horrible. Alors moi, je parle en connaissance de cause. Pourquoi? Parce que je l'ai fait 4 fois. Pourquoi? Parce que je l'ai fait à l'époque où ça devenait, il était quoi, je pense bronze ou silver. Bon, il a pris depuis. Le salon. Avant, il était dans la Cité des Sciences. Il est plus dans la Cité des Sciences. Il est à l'extérieur et c'est très Aller compliqué loin, pour ouais. s'y rendre. Donc ça aussi, c'est une perte très importante en termes d'attractivité parce que le salon, ça fait partie, si tu veux, du package marathon. Ensuite, la première partie, quand on me dit ouais, non, mais l'ambiance, la première partie, quand on va vers le front de mer, c'est désert. L'ambiance, elle n'est pas exceptionnelle. Elle est pas exceptionnelle. Elle est exceptionnelle par moment quand on rentre dans la ville. Et oui, l'arrivée, les derniers kilomètres il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas une ambiance. Alors les gens disent c'est incroyable. Alors en termes de dénivelé aussi, les gens disent ouais, c'est un billard. Non, c'est pas. Je pense que ça doit être peut-être dans les 5 premiers, peut-être, mais je veux dire entre Londres, Séville, Valence, Berlin, etc. Ça se vaut, mais il n'est pas plus exceptionnel que certains autres marathons, que Copenhague, etc. Maintenant, il est bien placé, donc ça c'est sûr, parce que ça permet de pas s'entraîner l'été. Et puis, il y a une telle densité et on se prépare tellement bien qu'on fait des chronos et on dit ah oui c'est super, on réussit à faire des PR, des chronos. Mais c'est sûr, vous envoyez les meilleurs athlètes ou vous vous préparez de la meilleure façon, eh ben certainement vous les ferez et la même chose si on était amené à faire ça sur Copenhague. Alors c'est pas loin et c'est une destination très agréable, très prisée des Français, c'est l'Espagne. Et alors on se passe le mot et si bien que maintenant on a fait quelque chose de ridicule pour moi, c'est ceux qui ont fait le marathon, ils rachètent le dossard pour le revendre. Ouais. Et donc voilà, les nouveaux peuvent plus s'inscrire. Ils peuvent plus. Et puis après c'est la loterie, donc il y a même plus de minima. Donc c'est encore plus dur
qu'un major. Donc, par rapport à toutes ces choses, je me dis que non, moi je suis pas fan du tout. Alors oui, je l'ai fait 4 fois, mais bon, parce que voilà, il tombe souvent une période, j'ai un dossard, j'accompagne des groupes, mais je suis pas fan du tout. Moi, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a 3 fois plus de participants qu'à Séville et rien ne le justifie ça. Séville, c'est un super marathon. Je comprends pas d'ailleurs qu'il y ait si peu de monde à Séville. Mais Séville, ça va devenir un prochain Valence et il est en train de se diriger. Moi, je l'ai fait 2 fois. C'est une superbe ville Séville, en termes d'attractivité, c'est beaucoup plus beau. Bon, il n'y a pas la mer, mais quand on va sur la plage à Valence, on a l'impression d'être dans un endroit abandonné de l'époque communiste. Il n'y a rien d'attractif. Le centre-ville, vous le faites ouais, en 24 heures, mais Il y a vraiment. la Turia qui est agréable quand même. Ça a Ouais, du charme. Mais c'est vrai que c'est une ville particulière, Valence. et quand tu cours, quand la Turia, parce que effectivement, moi, je suis vraiment contre donc ce marathon, donc je critique, mais il est c'est desséché sur Valence. On dirait que c'est abandonné. Je suis pas fan. Alors maintenant, voilà. Et j'ai l'impression que c'est les championnats du monde de marathon pour les Français. On y va, on roule les mécaniques, on monte les muscles. Si tu fais pas sub 3, tu es personne. Si tu fais pas de sub 2,45, on te dit pas bonjour. Et si tu fais pas, donc c'est particulier, c'est particulier. Mais j'aime pas l'image que ça a pris. Et comment tu vois un peu la mentalité actuelle dans l'athlé où les gars vraiment faut chasser le chrono, comme on disait en off, s'il y a 15 km/h de vent, tout le monde panique, s'il y a 3 degrés de trop, on est en stress. Moi, je dis que ça a bien changé. Moi, j'ai commencé, si tu veux, alors je dirais pas, je suis pas un pionnier, puisque ça a commencé peut-être fin, on va dire, bah non, la course à pied bien avant, mais disons que fin 2000, ouais, vers entre 2008 et 2012, là, il y avait, on va dire que on commençait vraiment les choses sérieuses. Moi, quand j'ai commencé, vraiment, c'était vraiment des passionnés. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. En fait, c'est les réseaux sociaux qui ont tout chamboulé, puisque maintenant, voilà, les influenceurs ont leur dossard plus facilement que les passionnés, et il y a vraiment une chasse au chrono. Alors, moi, voilà, si tu veux, comment je vais définir un peu cette différence, parce que d'être compétiteur, il n'y a rien de mal. C'est bien de vouloir performer, c'est bien de vouloir faire des PR, de progresser. C'est pas parce que j'ai 50 ans, on va dire, ouais, le vieux con qui peut plus, alors il critique. Non, 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 pas du tout. C'est génial de vouloir progresser. Par contre, si tu veux, je pense que c'est lié au fait de la durabilité. C'est-à-dire qu'avant, quand tu courais, tu étais passionné, tu voulais faire ça toute ta vie. Et maintenant, j'ai l'impression que voilà, tu veux faire 2 marathons. Une fois que tu progresseras plus, tu arrêteras. Il y a un effet de mode. Et Ouais. un effet de mode, et aussi un effet de, bah, ça y est, il faut le dire, bon, il y a encore des personnes âgées, on les connaît tous, il y en a pas des masses, mais des personnes âgées qui sont des références, ou dans leur communauté, ou dans leur pays, ou dans leur ville, par rapport à leur âge. Mais ce sont des gens qui ont toujours couru et qui ont vraiment une vraie expérience à leur actif. Maintenant, moi, j'entends des gens qui commencent à donner des conseils. Ils ont fait 2 marathons et 3 marathons, 4 marathons, et ils sont pas crédibles. Il faut vraiment un vrai vécu par rapport à ça. Et je te dis, nous, maintenant, je te dis que j'aimerais courir un max de marathons et continuer à profiter de ce sport, ce magnifique sport, de cette discipline, de continuer à voyager, de rencontrer du monde, etc. Alors que maintenant, les gens, c'est je fais mon PR, je rentre, je cours pour ma pomme, et c'est tout. Et je partage sur les réseaux. Encore une fois, je ne critique pas le fait de partager. C'est une fierté d'avoir un bon chrono.
chrono. Moi-même, quand je fais une course, je le partage, donc je critiquerai pas ça. Mais par contre, j'ai envie de durer. Je dis le plus important, c'est pas de faire une perf, mais c'est de durer. Quand tu dis, par exemple, moi je me dis j'ai fait 32 marathons et 31 sous les 2,45, eh ben je me dis que c'est une fierté. Ça veut dire que j'ai une vraie passion, parce que si tu as pas la passion, tu vas pas durer. Tu dirais 31 marathons en sub de 45 ou 40 ou 10, qu'est-ce que ça change? Ben non, moi ça me procure quelque chose. Et une personne va te dire, ben moi je préfère en faire un par an et performer. Le jour où je performe plus, à quoi bon? Pourquoi je vais prendre le départ? Et c'est là où ça a changé. Est-ce que tu t'es amusé à calculer la moyenne de temps de tes 32 marathons? Alors je l'avais fait, mais je l'ai pas refait. Mais je pense que ça doit être de 30, de 36, de 37, ouais. Ouais, Ouais. ok. Bah, je t'ai dit, j'en ai fait 32, j'en ai fait 31 en dessous de 2,45. Dans ceux-là, j'en ai 4 ou 5 en sub de 30, et je dois en avoir, 15 en dessous de 35, et je dois en avoir pas beaucoup au-dessus de 35 et sub de 45. Et il y a le fameux marathon de Boston où j'ai dû m'arrêter pendant 1 heure. J'ai fait une hypothermie, où j'avais fait 3h31, je crois. C'était juste après, c'était après 3 subs de 30 d'affilée, Francfort, Paris et Berlin. Et c'était juste après la mort de mon père. C'était très particulier. Et donc je m'étais arrêté. Donc si on l'enlève, bah, c'est sûr que c'est encore moins, mais si on le maintient, si on enlève le plus rapide et le moins rapide, ouais, je dois être aux alentours de 2,35, je pense. T'envisages pas d'en préparer un à fond, de te fixer une année? J'aimerais. Alors, chaque année, je me dis, parce que j'ai envie et je sais que, ouais, j'en suis capable de faire un sub de 30. Alors, ouais, j'aimerais, peut-être l'année prochaine, puisque j'ai pas encore arrêté mon année. Donc, peut-être l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, pour rien te cacher, j'ai envie de refaire Paris. Mais pour performer, c'est particulier. Et voilà, là, cette année, j'ai Copenhague, j'ai Berlin et j'ai Vérone, très certainement, ouais, j'ai Vérone ou Turin. Donc, c'est déjà full. Et j'aimerais bien récupérer pour l'année prochaine, mais je me dis rester longtemps sans en faire. Mais je pense que l'année prochaine, je ferai Paris, et un beau en fin d'année, où j'essaierai de faire quelque chose de bien. Tu penses pouvoir faire moins de 2,27? Franchement, des fois, je me surprends sur les séances, sur l'enchaînement. Même des élèves me le disent, donc je me dis que c'est pas. Franchement, c'est pas. J'ai l'expérience, j'ai la possibilité. Je me connais parfaitement bien. J'ai la possibilité d'encaisser le volume, même les séances de vitesse. Donc je me dis pourquoi pas, parce que le 2,27 pour moi, c'est pas. Même si. On peut pas dire je valais mieux quand j'ai fait 2h27, parce que c'est le résultat que tu fais qui compte. Mais c'est clair que j'avais un niveau bien supérieur. Quand j'ai fait 2,28, 2,29, j'étais souvent sur des chronos de séances que je faisais maintenant. Donc je me dis que pourquoi pas, franchement, courir en 3,30, c'est quelque chose que je pourrais refaire. Voilà, je viens de refaire là un semi en 3,30, le semi de Barcelone. J'ai couru en 3,30 à Barcelone en février. À 50 ans, je me dis que y en a, j'ai des restes, quoi. Est-ce que tu as déjà fait, je crois qu'il y a le marathon un peu historique de Marathon, la ville, là, du trajet de Philippides, tu as déjà fait, lui? Alors non, je l'ai jamais fait. J'aimerais, mais la seule chose, c'est que c'est un peu loin, vu qu'au jour d'aujourd'hui, j'espère pouvoir reprendre l'avion, mais c'est quelque chose que j'ai. Alors, les choses que j'aimerais vraiment faire, c'est en Afrique du Sud. Ah oui. Des marathons, soit à Cape Town, soit il y en a un qui fait les deux rives. J'aimerais faire, et j'aimerais beaucoup courir celui en Grèce. J'aimerais beaucoup courir
en Grèce. Ouais, c'est des marathons que j'aimerais faire. J'aimerais courir aussi celui de Stockholm. J'aimerais recourir aux États-Unis. J'aimerais courir celui de Tokyo. Moi, il y a celui de Buenos Aires, je sais pas pourquoi, qui me fait envie. Ouais. Ouais, il existe. Une dernière question, t'es niçois, tu parlais de la mode à la française à Valence. Qu'est-ce que tu penses de la prom classique, toi qui t'entraînes sur la promenade des Anglais tout Alors, pour moi, T'aimes ces allers-retours bord de mer, là? alors tu me dis, est-ce que tu me La parles des course. entraînements ou la course? Ouais. Alors, la course, la compare, pour moi, c'est le Valence des 10K. Ouais. C'est exactement la même chose. C'est à tous Je suis les assez niveaux. d'accord avec toi. À tous les niveaux, et si bien que ils l'ont transformé et dénaturé. C'est devenu la prom classique, donc ça part en un jour, quelques clics. Il y a eu un bug d'ailleurs la dernière édition. C'est-à-dire c'est devenu la mode, c'est-à-dire c'est le Valence des 10 km, exactement. Tu viens que pour performer. Il y a d'ailleurs très peu d'étrangers pour le coup. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Ça roule les mécaniques. Et je sais pas si tu as vécu la dernière édition, celle de 2026. Ils ont fait il y avait tellement de chutes, tellement de monde, parce que tu sais que le départ, elle se fait que sur une partie de la prom, donc c'est assez étroit. C'est très étroit. Tu vois, par exemple, sur les champs, tu as deux vagues, tu le sens pas, c'est très large et tu pars sur les champs, donc c'est énorme. Et cette année, ils ont fait des départs décalés. Bon, oui. Ce qu'ils font toujours par sas. Mais là, c'est carrément, ils te laissaient les gens partir. Ça veut dire que tu avais des pelotons. Donc, tu pouvais même pas être... C'est-à-dire que si tu étais le premier de ton groupe, tu te retrouvais, si tu veux, tu avais un écart avec les derniers du premier groupe. Ça veut dire qu'ils donnaient des plusieurs minutes d'écart sur des 32, sur des 33, etc. Ouais. Et ça, c'est complètement hallucinant et c'est complètement nouveau. Alors, c'est vrai qu'il y a ce problème, on le voit dans toutes les courses avec les chutes, sur des c'est kilomètres. de plus en plus fréquent. Et ça, c'est malheureux et c'est triste. Et ça, on peut pas faire grand-chose parce qu'il y a des gens qui sont pas à leur place et qui viennent. Et moi, quand tu vois un élite, pour moi, un élite, c'est les personnes qui vont jouer la gagne. Quand les gens jouent la gagne, tu te mets à la fin du peloton, ça sert à rien de vouloir se faire photographier. Maintenant, il y a aussi un autre problème. Quand on parle des courses, c'est pour ça que je dis que c'est grand public. Grand public, moi j'ai pas mal d'élèves qui ont couru et qui se sont retrouvés pendant 1 heure dans les sas de départ en attendant sous le froid. En janvier, il faisait très froid, qui ont été vraiment dégoûtés de cette expérience course parce que ils les faisaient rentrer avant et ils ont dû attendre énormément parce qu'il y a eu des décalages. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que le but, c'est vraiment de faire aimer et de pouvoir s'adapter à tout le monde. Alors, je dis pas que c'est simple pour les organisateurs, mais il y a vraiment des réflexions à avoir, comme par exemple, pour en revenir à Valence, il faut qu'à un moment donné, ils pensent à moins peut-être de revenus, de rentabilité, peut-être le ramener à moins de participants. Si tu en as la possibilité, parce que l'organisation, le circuit le permet, oui, mais sans ça, non, je ne comprends pas comment... Et Nice, ce que tu disais, c'est vrai, parce que du coup, les filles élites qui partaient en première vague, comme les garçons partent plus vite, elles se sont retrouvées seules, du coup. Exactement. Elles n'ont pas pu être tirées par les garçons de la deuxième vague qui, finalement, ont le même niveau qu'elles. Exactement. Elles se sont retrouvées seules. Exactement. Ouais. Alors que si tu partais en groupe, les garçons qui sont partis après auraient pu les pousser, quoi. Bon, merci beaucoup. J'adore parler avec des marathoniens. Souvent, vous êtes des passionnés, vous avez plein de trucs à raconter. Avec plaisir. C'était un plaisir pour moi. Et à bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.